Mercredi 18 juin, bonsoir à tous, à la une de l'actualité. 500 kilos de cocaïne interceptés lors d'une opération antidrogue d'une rare ampleur dans le Pacifique. Le fruit d'une collaboration internationale entre différents services douaniers. Le directeur régional des douanes, Serge Puccetti, est sur notre plateau pour en parler. Lutte active contre les produits dopants également en Polynésie française. Avec une nouvelle réglementation en vigueur depuis fin 2024, le pays compte bien multiplier les contrôles inopinés comme le week-end dernier. Après les hakaiki, autour de la commune des Australes de lever la voix contre l'annonce du président du pays à l'UNOC. Principale source de divergence, le projet de zonage côtier à 15 000 nautiques. 18 juin, appel du général de Gaulle, mais aussi 18 juin, création de la commune de Uturua. À Raiatean célèbre cette date doublement symbolique et l'on se remémore l'histoire de la capitale des îles sous le vent. Votre chaîne locale TNTV poursuit son évolution numérique et annonce fièrement le lancement de sa nouvelle plateforme. Des nouveautés que nous présentera Manon, notre spécialiste innovation et nouvelles technologies. Opération antidrogue inédite dans la région Pacifique. 500 kilos de cocaïne ont été interceptés grâce à la coopération de différents services douaniers, dont ceux de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française. Objectif, frapper les trafiquants là où ils pensaient être inatteignables, au cœur de la chaîne maritime. Avant d'en parler avec notre invité, les détails sur ce coup de filet avec Liora Bounik. Une saisie spectaculaire et une coopération internationale qui frappe fort. Dans le Pacifique, plus de 500 kilos de cocaïne ont été interceptés entre avril et mai. Objectif, déjouer les réseaux qui utilisent les conteneurs maritimes pour passer la drogue sous les radars. Polynésie française ou encore Nouvelle-Calédonie, les douaniers français ont joué un rôle central. À eux seuls, ils ont saisi 209 kilos de drogue. D'abord en Polynésie, 142 kilos découverts dans l'isolation d'un conteneur réfrigéré, puis à Nouméa, 67 kilos encore bien cachés dans un conteneur. Destination prévue, l'Australie. Quant au mode opératoire bien connu des trafiquants, il s'appelle le rip-off. Il consiste à introduire la drogue après le dédouanement pour la récupérer en douce avant les contrôles à l'arrivée. Une parade que les douaniers ont réussi à déjouer. D'abord par une collaboration étroite entre les services français, australiens, néo-zélandais, américains et jamaïcains, de quoi permettre aux agents de croiser les données, surveiller le flux et identifier des cargaisons suspectes. Résultat, 3 saisies supplémentaires à Melbourne pour un total de 285 kilos. Un succès salué par les autorités douanières et un signal fort envoyé aux narcotrafiquants, dans le Pacifique aussi, la douane et sur tous les fronts. Une dernière saisie réalisée au Fénois, coopération internationale et enjeux de surveillance dans la région, des sujets que l'on aborde tout de suite avec le directeur régional des douanes, Serge Puccetti. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, merci. Alors, 142 kilos saisis en Polynésie, 67 en Nouvelle-Calédonie et plus de 285 kilos dans des conteneurs arrivant à Melbourne. Comment vos équipes et celles de vos collaborateurs ont-elles identifié et intercepté ces conteneurs? Alors, c'est un beau résultat. Alors d'abord, excusez-moi pour ma voix, hein, j'ai un petit problème de voix en ce moment. C'est un beau résultat parce que c'est le fruit du travail des agents des douanes qui, avec pugnacité, avec un travail quotidien, de l'expérience, recherchent et trouvent de plus en plus souvent de la drogue. Et également grâce à une coopération internationale qui a très bien fonctionné, vous l'avez dit, avec les Australiens, les Néo-Zélandais, les Américains et bien sûr les Français de Polynésie et de Nouvelle-Calédonie. Alors cette drogue était dissimulée selon la méthode dite du rip-off. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce mode opératoire et pourquoi est-il si difficile à détecter? Alors, bon, le rip-off, c'est très simple, hein. Ce sont les organisations de trafiquants de drogue qui introduisent les stupéfiants dans les conteneurs à l'insu de l'expéditeur et du destinataire. Alors, ils peuvent le mettre dans les différents endroits du conteneur, peut-être juste derrière les portes, dans la marchandise, ou dans un plafond ou le plancher du conteneur. Et c'est donc très difficile à trouver, parce que, ainsi qu'on le sait, les porte-conteneurs arrivent avec des milliers de boîtes. Et il faut donc pouvoir détecter dans laquelle de ces conteneurs les trafiquants ont caché de la drogue.
puis aussi les réglementations selon les zones géographiques. C'est là où s'est illustrée cette coopération régionale. On en parlait un peu plus tôt d'ailleurs. Oui, alors cette coopération interrégionale est très importante parce qu'elle met en œuvre toutes les douanes du Pacifique et qui font que les contrôles peuvent s'exercer dans le flux sans gêner ce flux pendant le temps d'escale des porte-conteneurs. Et donc en Polynésie, on peut contrôler les conteneurs qui sont accessibles. Mais on a aussi la certitude de pouvoir faire contrôler des conteneurs qui ne sont pas accessibles en Polynésie et qui le sont peut-être en Calédonie ou en Australie. Et ainsi, avoir la certitude de pouvoir contrôler tous les conteneurs qu'on estime sensibles ou suspects et susceptibles de transporter de la drogue. Donc concrètement, certains services douaniers vont intervenir sur le haut du bateau, par exemple, et puis petit à petit, au fil de la chaîne, chacun à son tour va venir contrôler certains conteneurs, c'est ça? Voilà, c'est exactement ça, avec tout un travail de coopération, d'information entre les douanes, mais aussi tout un travail de réflexion sur le conteneur, je dirais sur sa vie, d'où il vient, ce qu'il transporte, et qui fait qu'on peut sélectionner plutôt tel conteneur ou tel autre conteneur en fonction de la sensibilité qu'on lui attribue. Parce qu'il y a certaines informations qui peuvent déjà vous mettre, peuvent déjà être des indicateurs finalement de potentielles tentatives. Oui, alors bon, déjà la provenance, la marchandise qu'il transporte. Et puis ensuite, un certain nombre d'éléments que nous avons sur lesquels on ne va pas forcément rentrer dans le détail. Et puis, je dirais, c'est beaucoup le travail des agents des douanes, leur professionnalisme, leur pugnacité, les moyens qui sont mis à leur disposition, hein, des équipes maîtres de chiens, les scanners. Enfin, il y a beaucoup d'éléments qui font que justement on peut avoir ces résultats importants. D'ailleurs pas simplement que sur la cocaïne, puisque ainsi que vous l'avez vu, la douane a eu beaucoup de résultats ces derniers temps grâce à ce travail. Par exemple, récemment en Polynésie, les 23 kilos d'ice. Tout à fait. Alors il y a eu également sur le fret conteneurisé par voie maritime de la drogue qui là pour le compte arrivait en Polynésie. Donc ça c'est très important d'avoir saisi cette drogue. Donc de l'ice, dans une quantité très importante, 23,3 kg. C'est une saisie historique pour la Polynésie, malheureusement. Mais là également, grâce à un travail d'investigation, de réflexion stratégique et puis de contrôle de la part des agents. Les trafiquants n'utilisent pas que les navires de commerce, hein, on le sait. Est-ce que vous apportez une attention particulière au risque par avion, par fret postal ou même auprès des plaisanciers? Alors vous l'avez dit dans votre reportage, d'ailleurs qui était particulièrement bien fait, la douane est sur tous les fronts, elle est sur tous les vecteurs. Alors on est sur le fret postal, le fret express, les passagers aériens, les croisières, les navires interîles, les bateaux de plaisance. Et c'est comme ça que également le mois dernier, nous avons saisi une quantité tout à fait significative de cocaïne, qui là pour le compte était destinée à la Polynésie, puisque c'était 1 kilo. Et grâce justement à ce travail, que ce soit sur Tahiti ou dans l'ensemble des archipels, la douane se déplace, va faire des contrôles aux Marquises, dans les îles sous le vent, au Tuamotu, etc., permet justement de protéger la Polynésie, ce qui est notre vocation, protéger la Polynésie et ses habitants. On espère en tout cas que ces saisies successives vont dissuader les trafiquants. Merci Serge Puccetti d'avoir accepté encore une fois notre invitation. Merci. Après la lutte contre les stupéfiants, celle contre les produits dopants, le week-end dernier, des contrôles inopinés ont créé la surprise lors d'un match de football et de la Vodafone Channel Race, une démarche saluée dans l'ensemble par le milieu sportif. Reportage de Désiré Teivao et Naya Bennett. Vendredi dernier au Stade Pater, Naya Bennett est le délégué du match de Ligue 1 opposant l'AS Stéphana à l'AS Central Sport. La rencontre est déjà bien entamée lorsque le directeur sportif de la Fédération tahitienne de football est surpris par une demande bien particulière. Le mot il est juste surpris parce que la sécurité sont venus me voir pour me dire qu'il y avait des personnes à l'extérieur qui voulaient entrer avec des valises, tout ça. Je dis mais c'est quoi ici, c'est pas l'aéroport, qu'est-ce qu'ils veulent? Parce que je l'ai vu arriver avec le macaron AFLD, j'ai tout de suite compris qu'ils étaient là pour des contrôles inopinés.
Si la direction de la jeunesse et des sports avait indiqué en début d'année que les premiers contrôles se tiendraient en septembre, ces tests rentrent dans le cadre de la formation des 6 préleveurs sélectionnés par l'Agence française de lutte contre le dopage, des agents indépendants des services du pays et qui répondent aux ordres de mission transmis par la FLD. Nous avons annoncé qu'un plan de contrôle serait mis en œuvre au plus tôt au mois de septembre prochain. Mais que néanmoins le dispositif se mettait en place dès le mois de mars, ce qui explique ces entraînements de préleveurs sélectionnés dans le cadre de leur formation. Depuis décembre 2024, le FENUA dispose d'une nouvelle réglementation en matière de lutte contre le dopage. À terme, l'objectif pour le pays est de réaliser entre 100 à 150 contrôles antidopage inopinés par an. Pour la direction de la jeunesse et des sports, il s'agit aussi d'éduquer le monde sportif. Nous comptons bien procéder à des éducations dynamiques avec, bien sûr, la collaboration active du comité olympique de Polynésie française et des fédérations. Je pense que c'est une bonne chose pour nous de pouvoir commencer à contrôler nos sportifs et en même temps éduquer nos jeunes par rapport aux addictions, les problèmes qu'on a aujourd'hui avec notre jeunesse. Je pense que c'est des bonnes choses qu'il faut initier ça dans le sport. Une jeunesse avec laquelle il faut communiquer. Au-delà d'attraper et de sanctionner les tricheurs, l'objectif est de sensibiliser les sportifs et de lutter contre le fléau du dopage. Depuis l'Hexagone, elle ne s'était pas encore exprimée sur le rapport de la commission d'enquête parlementaire consacrée aux conséquences des essais nucléaires dans le Pacifique. Ce mercredi, la députée Meriana Red-Arbelo est revenue sur les principales conclusions de ces travaux qu'elle a menés. On l'écoute au micro de Pascal Galopin. La demande de pardon est importante pour les Polynésiens. C'est une demande qu'on a retrouvée souvent dans les auditions. C'est important pour les jeunes, pour les moins jeunes, et de savoir que finalement ce qui s'est passé en Polynésie, l'État l'assume et aussi reconnaît qu'il y a pu avoir des erreurs, qu'il y a pu avoir des mensonges et que, avec ce pardon, on pourrait commencer une phase de réconciliation, des réconciliations entre les Polynésiens eux-mêmes, puisque je vous disais que la population est un peu clivée sur ce sujet, et aussi avec la France, entre la Polynésie et la France. Puisque aucun président de la République n'a encore donné le pardon, on propose une autre piste, c'est celle de saisir le Parlement pour intégrer dans la loi organique du statut de la Polynésie française une demande de pardon de la représentation nationale, c'est-à-dire de tout le peuple français pour la Polynésie et les Polynésiens. Autre sujet d'actualité qui fait réagir, l'annonce du président Moetai Broderson lors de l'UNOC à Nice de mettre en place une aire marine protégée avec un zonage côtier à 15 000 nautiques. Après le coup de gueule des maires des Marquises, la communauté de Tubuai aux Australes se fait également entendre et envisage même une mobilisation. Les précisions de Laure Philibert sur des images de Samuel Rabatois-Smith. Ils sont en désaccord avec la vision du pays. Les représentants de la communauté des pêcheurs de Tubuai ont accueilli avec surprise les annonces de Moetai Broderson sur les limites de l'aire marine protégée qui devrait voir le jour à l'échelle du FENUA. Ils sont venus exprès pour nous, je pense, c'était en janvier. Donc c'est peine perdue, ça sert à rien alors de venir nous demander notre avis. Si on donne notre avis, on ne respecte pas. Nous, on perd notre temps aussi à aller participer à ces réunions publiques. Durant les 2 dernières années, je pense qu'on est à la 20e réunion. Là. Après un moment, ça suffit aussi. On ne sait plus trop quoi faire puisque ça fait 10 ans avec les Marquis, ça fait 10 ans qu'on lutte qu'on parle de ce projet et ça fait 10 ans qu'on attend une réponse concrète. On avait espoir avec les consultations publiques qu'on a repris avec la DIREN et la DRM qu'on allait être entendu et là, franchement, on est grandement déçus. Pour les professionnels des Australes, la limite de 15 000 nautiques ne permettra pas aux pêcheurs de vivre de leur métier. Moi, je fais les 15, les 30, 35, 50. Même c'est le poisson qui nous amène loin avec nos petits bateaux. Parce que non, nos bateaux à 25 pieds, on aurait monté à 15 000 à nautique. Et tout pêcheur maintenant, on dépasse parce que c'est le poisson qui s'éloigne. Du coup, on a demandé 50 pour pouvoir bien préserver notre zone. La pêche qui est pratiquée par nos petits marins, c'est 3, 4, peut-être 4 hameçons par bateau. Alors que la pêche par l'angrière, c'est, je ne sais pas, 1500, peut-être 3000 hameçons par tonnier. Donc, vous voyez que l'impact, elle est quand même différent. Hein.
Pêcheurs et élus réclament de nouveaux échanges avec les autorités. On espère au fait donc les Tavana avec Tavana Artigas qui est président de la communauté de communes des Australes, espère pouvoir rencontrer le président pour justement peut-être en rediscuter. On n'est pas assez entendu, donc c'est peut-être à nous maintenant de nous faire entendre. On n'a pas pu accepter. Mais c'est un grand regret pour nous, hein. C'est dommage. Je pense qu'on ne va pas rester là, on va se manifester encore. Pour les Australiens, je parle. Le président du pays se donne 1 an pour élaborer les zones de protection. La conférence des Nations Unies sur l'océan à Nice n'a pas été que le théâtre d'annonces. Il a aussi et surtout permis de promouvoir des solutions durables. Et le FENO avait une carte à jouer avec le SWAC, un système de climatisation à l'eau de mer déjà opérationnel sur notre territoire. Un savoir-faire qui suscite un vif intérêt à l'international. Reportage d'Emma Arnaud. Depuis l'installation de son SWAC en 2022, le centre hospitalier a réduit sa consommation d'électricité liée à la climatisation de 93%. En allant chercher de l'eau froide à 900 mètres de profondeur grâce à ces énormes tuyaux, l'établissement économise 300 millions de francs par an. Son SWAC sera rentable d'ici 10 ans. 20 ans après l'installation du tout premier SWAC à Bora Bora, la Polynésie française est à la pointe de cette technologie. Une compétence en ingénierie, une compétence technique pour poser les tuyaux, pour les maintenir, pour les entretenir, etc. Et donc, qui fait qu'aujourd'hui, la Polynésie française, sur ses niveaux de technologie, sur ses niveaux de rendement, d'économie en termes notamment de carburant et autres, est leader de cette technologie-là et même en capacité et va très certainement exporter son savoir-faire dans d'autres régions du monde. Et justement, ces régions du monde étaient à l'UNOC la semaine dernière. L'occasion de présenter cette innovation qui se passe d'hydrocarbures, des énergies dont les zones tropicales dépendent à 80%. De nombreux établissements sont déjà intéressés par le système. Il y a plusieurs demandes. Il y a à la fois des acteurs publics, notamment l'aéroport de Roland-Garros, de la Réunion. Il y a des groupes privés, et notamment à l'île Maurice, il y a des grappes d'hôtels très importants. Des groupes comme le Beachcomber et le Luxe, qui sont des 2 grands groupes hôteliers à l'île Maurice. Et là, il y a possibilité de faire 5 SWAC qui rassembleraient des hôtels, mais il y a également l'aéroport. Plusieurs îles des Caraïbes pourraient ainsi passer le pas dans les années à venir si les financeurs suivent. En Polynésie française, d'autres projets exploitant l'énergie de la mer devraient bientôt voir le jour. Ce 18 juin, une date à double résonance à Raiatea. Tandis que la France commémore l'appel du général de Gaulle, Uturua célèbre ses 80 ans d'existence. Créée en 1945 par décret du chef de la France libre, la capitale des îles sous le vent est aussi la 2e commune la plus ancienne de Polynésie française. Autorités et population ont marqué ensemble 8 décennies d'histoire et de développement. Un reportage signé Jessica Doucet. Le 18 juin 1945, alors que résonnait l'appel du général de Gaulle, à Raiatea, une autre date historique voyait le jour, celle de la création de la commune d'Uturua. Aujourd'hui, petits et grands célèbrent 80 ans d'histoire, 8 décennies d'évolution portées par 5 Tavana qui ont chacun laissé leur empreinte sur le destin de la commune. Beaucoup d'émotions parce que 80 ans, ça se fête. Vous avez vu qu'elle a beaucoup évolué jusqu'à aujourd'hui. Le temps avance, nous on s'en va, on n'est que de passage. J'espère que ce sera toujours aussi belle qu'aujourd'hui et qu'à l'époque. 5 maires ont marqué l'histoire d'Uturua, Marcel Tixier, Mate Hart, Sylviane Ter-Oatia, mais aussi Philippe Broderson, père de l'actuel maire, resté 39 ans au poste, une figure politique incontournable dont l'héritage reste très présent. Tu penses que ton papa est fier de toi aujourd'hui ? J'espère, mais bon, c'est à la population de rendre son verdict l'année prochaine, si je peux dire. Mais je pense qu'on a fait beaucoup évoluer la commune en quelques temps. Chef-lieu de la subdivision administrative des îles sous le vent, Uturua abrite aujourd'hui de nombreuses structures clés, port, aéroport, hôpital et cités scolaires, des équipements qui font d'elle la capitale incontestée des Raromat-Ei. La commune est le premier maillon de la République, du pays, et c'est le premier contact de la population pour toute sa vie dans le quotidien.
Outouroi est le centre administratif, la capitale administrative des îles sous le vent, qui est important à mes yeux. Fille de l'île de Rhétia, bien sûr, je ne peux qu'être fière aujourd'hui. À 80 ans, Outouroi célèbre fièrement son passé et affirme ses ambitions pour l'avenir. Un nouveau chapitre s'ouvre pour la capitale des Raromat et avec une vision affirmée et un conseil des ministres attendu la semaine prochaine en plein cœur de la ville. Nous vous en parlions hier, notre chaîne lance sa nouvelle plateforme TNTV+. Pour en parler, Manon est avec nous en plateau. Bonsoir Manon. Bonsoir Athéna. Alors que vont retrouver nos internautes sur cette plateforme et quelle est la nouveauté ? Alors sur cette plateforme, il va y avoir le replay de nos journaux télévisés, du VA, mais aussi de vos émissions. Alors vous allez me dire quelle est la différence avec l'ancien site de replay. Eh bien la différence, elle est énorme, vous nous l'avez demandé. Il est désormais possible de suivre en direct TNTV 24 heures sur 24 sur cette plateforme. Vous avez aussi la possibilité de caster, donc de projeter sur un écran. En revanche, ce direct est géobloqué, ça veut dire qu'il n'est accessible que depuis la Polynésie. Alors sur TNTV+, il sera aussi possible de suivre le Heiva en direct, c'est bien ça ? Oui, alors TNTV a lancé il y a déjà 3 ans sa plateforme de live streaming payante. Elle s'appelle Tahiti Live TV. Elle est désormais disponible partout dans le monde. Si vous vivez dans les îles, dans l'Hexagone ou partout ailleurs et que vous voulez suivre la prestation de votre troupe préférée, ce sera donc possible. Pour cela, il vous suffit d'acheter un ticket virtuel pour assister donc au Heiva en direct. Et puis, il y a aussi du nouveau côté actualité. Oui, Athéna. Alors sur TNTV+, vous aurez un accès à TNTV News, donc le site consacré à l'actualité. Une page Facebook a aussi été ouverte, elle s'appelle aussi TNTV News. Et puis une application est disponible sur Android et iOS. Enfin, sachez que sur TNTV+, eh bien TNTV+, est donc accessible sur mobile, mais aussi via une application, et puis sur les Smart TV dotés du système Android et bientôt sur Samsung TV. Pour plus d'infos, rendez-vous sur nos réseaux sociaux. Merci Manon. Et voilà pour notre tour d'actualité quotidien. Dans quelques instants, votre magazine de 0 à 100 km/h suivi d'un documentaire sur les 75 ans de l'Institut Louis Malardé et de votre série du mercredi. Belle soirée à tous, à demain. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.